messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne panafricaine internationale, Label TV. Nous sommes situés à Angoundjé, c'est à Libreville au Gabon. C'est une journée spéciale, une journée particulière, le 8 mars, la journée la plus importante pour les femmes du monde entier, et notamment pour les femmes africaines. Et à l'occasion de cette journée, il y a toujours un message qui est diffusé pour conscientiser de nombreuses femmes de par le monde. Et cette année, il y a un thème qui a une fois de plus été retenu par l'ONU Femmes. Ce thème, c'est « Je suis génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Sur ce plateau, nous aurons deux temps forts. D'abord, Mireille qui est déjà de l'autre côté avec ses invités. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie et bonsoir à nos téléspectateurs et auditeurs. Et dans ce deuxième plateau, je suis avec d'autres femmes que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de cette émission. Mais avant de commencer, déjà Mireille, le thème avec vos invités. Et c'est une émission spéciale parce que sur votre plateau, Mireille, vous recevez des hommes. Bien sûr, nous recevons des hommes aujourd'hui sur notre plateau. Il faut dire que ce thème 2020, je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes, s'adresse à tous, à toute personne, quel que soit son âge, son sexe, sa religion, son ethnie et même son pays. Et c'est justement ce que nous avons ce soir dans ce studio pour parler de cette journée internationale des droits des femmes. Alors, dans notre premier plateau, nous allons recevoir des femmes journalistes, des femmes spécialistes, des femmes de toutes confessions et des femmes de toutes les couches de société. Et avec elles, nous allons discuter de ce thème-là et nous allons débattre de long en large sur les avancées. On a Asta qui est sur ce plateau. Bonsoir Asta. Bonsoir. Nous avons Muriel qui est sur ce plateau. Bonsoir Muriel. Également pour en parler ce soir, Mireille, nous avons Réti. Bonsoir Réti. Bonsoir à toutes et à tous ici au plateau. Bonsoir également aux téléspectateurs qui nous regardent. Nous avons une autre femme qui est notre invitée ce soir. Bonsoir Madame AITV. Bonsoir. Alors Mireille, le décor est donc planté. Nous allons commencer par ce thème déjà de 2020. Réti, c'est un thème comme tous les autres, hein, sauf que cette fois-ci c'est en deux temps. Je suis de génération égalité. Il va de soi que le combat est de longue haleine. Il ne commence pas qu'aujourd'hui alors que nous sommes présentes sur ce plateau. Des femmes se sont levées du regard des situations qu'elles ont vécues. Parce que l'on soit en Afrique, en Europe, en Asie ou en Océanie, lorsqu'on est femme, les réalités sont quasiment les mêmes. Nous appartenons, nous, à une génération, vu que c'est le thème de 2020. Il est question d'égalité et on se rend bien compte qu'en termes d'égalité, il y a du travail qui est fait, mais beaucoup reste encore à faire. La preuve, c'est la présence sur ce plateau des hommes. D'ailleurs, un proverbe africain le dit, si tu veux aller vite, va seul, mais si tu veux aller plus loin, allons ensemble. Et c'est cet ensemble-là que nous constituons aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi également de rendre un hommage à ces femmes parce qu'elles ne sont pas toutes vues au devant de la scène à travers les médias. Elles ne sont pas toutes magnifiées à travers le monde. Il y en a qui sont dans leur champ, dans leur cuisine, dans leur maison, en train d'inculquer des valeurs aux jeunes filles, aux femmes que nous sommes devenues, à qui nous disons merci. Le combat continue et avec nous à bord. C'est un thème qui intervient 25 ans après cette conférence internationale des femmes qui a eu lieu à Beijing. C'était en 1995. Alors c'est une conférence qui avait pour temps fort de comme ça réfléchir sur tout ce qui doit être fait pour l'avancée, pour les droits des femmes à travers le monde. Et à l'issue de cette conférence, il y a eu des résolutions. Alors aujourd'hui, on nous redit, levez-vous pour les droits des femmes. Est-ce à dire que les gens ne se sont pas suffisamment levés pour les droits des femmes? Eh bien, Nathalie, pour commencer, je pense que nous pouvons constater qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été réalisés, oui. Autant à l'échelle internationale qu'ici, à l'échelle locale en Afrique. Mais ces transformations et ces réalisations ont été lentes et il reste énormément à faire. C'est l'occasion également, Madame, de revenir un peu sur ces résolutions de Beijing en rapport avec cette actualité, notamment la thématique du jour, de ce 8 mars. De nos jours, quand on demande à la femme de se lever, et il y a d'autres qui hésitent encore. En principe, moi je trouve que le thème de cette année a été bien choisi. Ce thème va permettre à certaines femmes qui ne veulent pas se lever
de vraiment prendre conscience et de se lever pour pouvoir défendre les droits des femmes. Alors, est-ce que c'est votre point de vue, Muriel? On dit les femmes doivent se lever. Est-ce à dire qu'elles ne sont pas déjà debout? Nathalie, déjà, vous savez que les femmes occupent un rôle assez particulier dans la vie de tous les jours. Et le travail de la femme aujourd'hui occupe une grande place dans l'économie des divers pays. Donc, par ce thème, on essaye d'interpeller de plus en plus. La femme se lève parce qu'elle a des droits et elle doit les revendiquer. La femme aujourd'hui, elle s'affirme. La femme aujourd'hui a la possibilité de s'ouvrir au monde comme les hommes l'ont fait autrefois. Donc, je pense que par ce thème, on essaye d'interpeller au maximum. Voilà. Voilà. Mireille, sur votre plateau, vous recevez des hommes qui sont là avec nous, qui vont également nous donner leur point de vue par rapport à ce thème. Alors Mireille, on revient sur cette journée. Nous sommes avec Monsieur Mohamed Salamé, ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie et président du conseil exécutif. Il y a également Monsieur Ngo Anissé, il est magistrat. Monsieur Georges Aboké, journaliste, et M. Mondjoukle Pial, il est chargé de la communication de l'Association pour le devenir des autochtones et leur connaissance originelle. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, une première question à chacun de vous. Que représente pour vous cette journée du 8 mars? Monsieur Mohamed Salamé. D'abord, pour commencer, je vous salue. Je vous salue parce qu'il y a le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, d'où je suis né, qui disait que ce que femme veut, Dieu le veut. Et il faudrait que vous compreniez que vous êtes un pion essentiel dans le développement actuel, dans tous les secteurs d'activité, je pense. Le débat que vous situez est un débat pour lequel on peut rester d'aujourd'hui jusqu'à demain en train de parler. Il faudrait qu'on soit un peu plus, je pense, ouvert à un certain nombre de choses dans ce qu'on va dire et reconnaître que les hommes ont beaucoup laissé la possibilité aujourd'hui aux femmes de se démarquer et de faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer. Cette égalité, elle n'est pas, je pense, loin. Ces différents sommets qui se font à travers le monde sont des sommets afin de pouvoir, n'est-ce pas, évaluer les différentes étapes qui pourront arriver et qui pourront faire en sorte que la dame sera définitivement bel et bien dans le secteur d'activité qu'elle voudra, autant égal, sinon peut-être supérieur à l'homme. Alors, Monsieur Ngo Anissé, cette journée du 8 mars est une occasion pour les femmes de faire le point sur les acquis et puis également aussi de pouvoir avoir les opportunités pour les générations futures des femmes, mais les hommes aussi doivent se lever pour ces droits, pour ces opportunités. Qu'en pensez-vous? Alors, je tiens d'abord à remercier les organisatrices de ce plateau et surtout l'honneur qui nous a été fait, nous les hommes, de participer à ce débat. Et ce que nous devons retenir, c'est que la femme a un certain nombre de droits. Par exemple, les droits à l'intégrité et à l'autonomie corporelle. Vous avez les droits civiques, dont le droit de vote, le droit de participer à la vie politique de la nation. Vous avez un certain nombre de droits. Vous avez le droit au mariage, vous avez le droit à l'autonomisation. Et donc, une telle journée nous amène à sensibiliser les femmes sur leurs droits en leur disant que vous vivez dans une société qui vous confère les droits, mais également les devoirs. Et donc, à chacune d'elles de prendre ses responsabilités pour que la femme, n'est-ce pas, soit au cœur de la bonne marche de nos sociétés, tant sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan administratif, sur le plan politique. La femme doit être au cœur de l'action de la chose publique. Merci. Et lorsqu'on dit que les femmes se lèvent pour leurs droits, Monsieur Georges Aboké, c'est justement comme ça pour revendiquer ces droits. Mais ces droits, est-ce que ce sont les hommes qui confèrent à ces femmes ces droits? On parle d'égalité, c'est-à-dire on dit allons résolument à l'égalité et c'est toute la société, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui sont interpellés. Et moi je le dis parce que il faut que les femmes en premier en prennent conscience. Et tout de suite je voudrais mettre le doigt sur une situation qui est assez déplorable
comme on le dit, sous les tropiques, quand arrive la célébration du 8 mars, eh bien, beaucoup de femmes se contentent d'un pagne et d'une fête et de petits compliments à gauche et à droite. Ce n'est ni la fête, ce n'est ni le pagne, ce n'est ni les compliments, c'est la journée des droits des femmes. Et donc, une journée pendant laquelle on réfléchit, on regarde le parcours qui a été fait, et puis on regarde aussi les horizons, les perspectives pour voir qu'est-ce qui reste à faire. Et justement, quand on regarde ça, on voit que on n'est pas encore à la... Bon, il y a un mot qui est en vogue dans ce moment, la parité, d'autres l'appellent égalité. Donc, il faut arriver à ça, parce que dans la composition de la société, il y a pratiquement autant d'hommes que de femmes. Monsieur Mondjoukoué Martial, vous travaillez donc avec les minorités autochtones, et l'on sait que ces femmes des minorités autochtones respectent beaucoup ce qu'on appelle le droit traditionnel, le droit coutumier. Mais ces femmes sont-elles conscientes qu'elles ont d'autres droits? Oui, la question elle est bien posée. Les femmes autochtones sont conscientes parce que d'abord, vous savez qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons en droit moderne part de la tradition. Et le peuple autochtone est bien focalisé sur le respect des principes traditionnels qui sont celles de respecter les uns et les autres. Et ces femmes-là sont bien conscientes malgré l'évolution du temps. Mais justement, vous êtes sur ce plateau pour parler des femmes des minorités autochtones. Est-ce que ces femmes participent justement à des débats pour parler de leur vécu et de leurs droits? Parce que vous êtes un homme et vous représentez ces femmes autochtones. Bien. Vous savez qu'aujourd'hui dans notre pays, les femmes autochtones ne sont pas dans les milieux urbains. Donc pour le retrouver, il faut aller au fond du pays. Et pour y aller, vraiment, c'est vraiment difficile. Mais ceux dont on rencontre, par exemple, ceux du côté du Douala, dans le sud du Gabon, du côté de Langounier, ces femmes-là sont souvent présentes quand on fait certaines campagnes de sensibilisation et chacune d'elles donne son point de vue. Et à ce niveau, nous comprenons que beaucoup comprennent et beaucoup essaient de voir, essaient de réaliser qu'elles sont prises en compte et qu'il y a des hommes qui les respectent. Et justement, lorsqu'on parle des droits des femmes, Nathalie, les femmes se rassemblent, mais rarement avec les hommes comme nous le faisons ce soir. Effectivement, Mireille, merci pour cette entrée en matière. Avec vos invités, on va vous retrouver tout à l'heure. Nous avons parlé de cette conférence et de cette déclaration du programme de Beijing. C'était en 1995. Plusieurs résolutions: éducation et formation des femmes, femmes et santé, violence à l'égard des femmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire en matière d'éducation et formation et d'accès à l'information, Asta? Alors, je pense qu'en 25 ans après, il y a eu des progrès énormes qui ont été faits en termes d'alphabétisation des femmes. Et bien qu'il reste toujours du travail à faire, je pense qu'on est loin d'arriver au stade où toutes les résolutions de la conférence de Beijing seront respectées en majorité. Mais je pense quand même que le progrès qui a été fait est à saluer. Oui. Je fais partie de la génération aujourd'hui, si j'ai eu le droit d'aller à l'école, si j'ai eu le droit de m'éduquer au-delà de l'école primaire, etc., c'est grâce aussi à ce genre d'initiative. Et je me dis qu'il y a quand même beaucoup à saluer sur ces plans-là. Oui, parce que lorsqu'on parle de Journée internationale de la femme, on dit qu'il y a parfois un déséquilibre au niveau des droits d'une région à une autre. Et qu'en est-il de l'accès aux soins de santé aujourd'hui? Si on prend le cas du Gabon, alors Richie, on va revenir un peu sur tous ces acquis-là. On parle de l'accès aux soins de santé. C'est une réalité, quoi que l'on dise. Aujourd'hui, nous avons des structures sanitaires publiques où la mère et l'enfant sont pris entièrement en charge. D'accord? On a le cas de l'hôpital de la mère et l'enfant, où, là-bas, mère et enfant sont suivis avec un matériel de pointe, un personnel qualifié. Mais il y a encore un problème, ne mentons pas, nous sommes des femmes. Il y a des femmes qui refusent pleinement de s'assumer en dépit du fait que l'on mette devant nous le matériel, les actions nécessaires pour nous permettre d'aller de l'avant. Alors, ça, c'est refuser de s'assumer, Richie, qu'est-ce que ça veut dire, refuser de s'assumer? On parle de l'accès à l'éducation et à la formation. Oui. Il y a des femmes, malheureusement, c'est le cas de le dire, qui se disent « je ne peux pas faire tel métier ou telle chose parce que c'est réducteur ». Entre-temps, quand on parle de s'assumer, on peut embrasser un secteur d'activité, qu'importe lequel, s'organiser et s'en sortir parfaitement. En amont, on a offert une formation
Et la suite, c'est l'échelonnement en s'acceptant, en mettant en bras les mécanismes nécessaires pour nous permettre de subvenir nous-mêmes à nos besoins. C'est un fait. Allons nous lever, oui, avec l'accompagnement des hommes, des structures, des institutions, d'accord. Levons-nous également dans notre prise de conscience personnelle. De cette façon, le combat irait plus vite et certainement plus loin. Alors, mesdames, on va poursuivre avec Muriel. Muriel, on dit, levez-vous pour les droits des femmes. Les droits des femmes. Et on nous a cité tout ce chapelet de résolutions issues de cette conférence-là. Et lorsqu'on prend l'une de ces résolutions, on dit les femmes et victimes des conflits, donc tous ces conflits qu'on a dans les sous-régions d'Afrique. Qu'en est-il aujourd'hui pour ces femmes, la situation de ces femmes? La femme, elle a ses droits, mais ils ne sont pas encore valorisés comme ils devraient se faire. Aujourd'hui, on a encore des mamans qui sont battues dans des foyers. Oui. Aujourd'hui, on a encore des mamans qui subissent des injustices. Aujourd'hui, on retrouve encore beaucoup d'injustices chez les femmes. Donc, c'est une manière de les interpeller. C'est une manière d'interpeller la conscience de tout un chacun que la femme est un être comme l'homme. Elle a des droits et il faut les mettre en valeur. Justement, pour ces violences faites aux femmes, vous également, vous êtes coordinatrice d'une association. Qu'en est-il? Quelles sont vos activités au sein de votre association par rapport à tous ces mots décriés parfois par des femmes victimes? Aujourd'hui, les activités que Cœur de Femmes mène, nous procédons à des formations qui peuvent amener ces jeunes filles mères à être autonomes, à pouvoir subvenir à leurs besoins. Comme le disait tout à l'heure Muriel, qu'il y a encore beaucoup à faire pour ce qui concerne la femme. Le problème aussi, c'est parce qu'elles ne s'ouvrent pas et elles sont pas faciles à aborder. Alors, lorsqu'on parle de femmes, on parle de droits. On demande à la femme aujourd'hui d'être autonome. Elle doit être autonome financièrement. Elle doit être épanouie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette catégorie des femmes 25 ans après par rapport à ce droit-là? L'autonomisation financière n'est pas seulement une priorité en termes une priorité féminine, c'est une priorité de façon générale. Je pense qu'elle concerne aussi bien les hommes que les femmes. Maintenant, peut-être que les problématiques qui sont spécifiques aux femmes et qui étaient liées à certaines contraintes politiques, à certaines contraintes religieuses, comme dans certains pays musulmans, par exemple, où les femmes n'avaient pas le droit de travailler, de se montrer en public, etc. Je pense que oui, il y a des contraintes qui existaient et il y a des initiatives qui ont été mises en place et qui ont permis de pallier à ce problème, ne serait-ce que partiellement, pour pouvoir permettre de régler ce problème. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, sur le continent africain, 27% des entreprises qui ont été créées sur le continent sont créées par des femmes. Donc je pense que c'est un chiffre qui montre qu'on est le leader mondial en la matière. Les femmes africaines entreprennent. Les femmes entreprennent. Il y a beaucoup plus de femmes autonomes. Beaucoup plus de femmes autonomes. Et dans des corps de métiers très variés, certaines professions qui restaient stigmatisées et plus connues à être des professions masculines, comme des pilotes d'avion. On a des femmes qui font de tout ça. Dans le public, on a des réactions. On a... Oui, madame. J'aimerais intervenir. Je me présente Léa Bernat. J'aimerais revenir sur l'autonomisation, pardon, j'ai du mal avec ce mot, de la femme ou de la jeune fille. Parce que là, on est en train de mettre le mal sur les femmes. Il faudrait quand même revenir, quand on parle des violences faites aux femmes, il faudrait quand même revenir sur le fait qu'on n'a pas à être autonome ou pas, on n'a pas à être intelligente ou pas, on n'a pas à être belle ou pas, on a le droit d'être respecté. C'est tout ce qui compte, qu'on soit autonome, qu'on veuille faire des études, qu'on veuille pas, on doit être respecté. Et donc ça, les femmes doivent le comprendre et les hommes doivent l'accepter. Écoutez, ce débat, il peut être élargi sur tous les plans et tous les secteurs d'activité, hommes et femmes. Oui. Vous n'allez pas pouvoir débattre aujourd'hui seulement de la responsabilité de la société à pouvoir faire émanciper ces femmes qui n'ont pas encore eu la possibilité de l'être.
Ouais. Tout est en train d'arriver. Ne nous dites pas quand même que les hommes ont encore beaucoup à donner, alors que vous êtes pratiquement 1 milliard plus que les hommes sur la Terre. Et je pense que c'est très important. Moi, je suis dans une association qu'on appelle le Libre Ensemble, le Vivre Ensemble de la francophonie. Oui. Quand Madame Michael Jean a bien voulu nous donner ces titres d'ambassadeur, nous nous sommes érigés en association. Je suis le président du conseil exécutif. Mais dans notre association, il y a d'ailleurs une de tes collègues qui fait part de notre association qui s'appelle Da Silva. Elle est présente ces midis en Côte d'Ivoire. Oui. Et il y a Caroline Fofana, qui est directrice générale adjointe de Fraternité Matin. Il y a Madame Irielou, qui est patronne du vivrier en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de femmes qui, de part et d'autre aujourd'hui, ont la même mise sur ce que les hommes avaient aujourd'hui. Et reconnaissons que quelque part, vous êtes très intelligente, vous avancez très vite. Et que nous avions besoin, même peut-être dans les 10 années futures, de vous demander si on doit décider de quelque chose. Mais là, j'espère que ça ne va pas arriver très vite. Ce serait idéal d'ailleurs. On avait demandé l'égalité dans les différentes formations de gouvernement. Oui, la parité. Les pays, aujourd'hui, sont en train de s'atteler à pouvoir, n'est-ce pas, faire cette parité de part et d'autre. C'est pour ça que nous retrouvons des ministres de la Défense dans certains pays qui sont femmes. Je pense qu'au Gabon, elle est femme. Oui, effectivement, c'est une femme. Voilà, merci. Nous parlons des droits de la femme. Il y a des droits à l'intégrité, et Madame le disait tout à l'heure, les droits au respect de la femme. La liberté de vivre à l'abri des violences, c'est un droit pour les femmes. Et nous constatons qu'il y a des foyers où les femmes sont maltraitées, où les femmes sont violentées, les femmes sont sauvagement battues par leur époux. Et même lorsque nous partons vers ces femmes et dire à ces femmes de dénoncer, de saisir la justice, les mêmes femmes, elles vont vous dire non, c'est mon époux, on a 3 enfants, on a 4 gosses, je ne peux pas le faire parce que. À partir de cet instant, qui est responsable? C'est que la femme, en prenant cette décision, encourage l'homme à continuer sur cette voie. Et donc, il revient aux femmes aussi d'être à un moment de faire preuve de leadership, de faire preuve de courage et de dénoncer lorsque il y a nécessité de dénoncer. Oui. Et je pense que lorsqu'on va arriver à cet état, et c'est peut-être pourquoi on nous interpelle, nous tous, en nous disant, levons-nous pour le droit des femmes, en sensibilisant les femmes, en leur disant, et comme on dit, qui aime bien châtie bien. Si vous aimez tant votre époux et que ce dernier vous frappe, il faut saisir la justice. Peut-être la justice va ramener la sérénité dans le foyer. Je prends un deuxième exemple. Vous avez le droit au mariage, dont la femme a le droit de se marier, de choisir elle-même son époux. Alors, vous trouverez dans certaines sociétés aujourd'hui où on a encore des mariages forcés. Et lorsque vous êtes dans le mariage, le code civil gabonais, je crois en son article 258, 259, je n'ai pas trop la disposition en tête, vous dit le choix de la résidence revient à l'homme. Mais la même loi continue en disant, lorsque ce choix constitue une menace pour la femme, pour des raisons diverses, la femme peut s'opposer au choix de ces résidences-là. Combien de femmes connaissent ces dispositions? Et donc, la femme aujourd'hui doit pouvoir, n'est-ce pas, connaître tous ses droits, tout ce qui est lié aux droits communs, tout ce qui est lié aux aspects des régimes matrimoniaux, parce que même lorsqu'elle décide de se marier, elle doit également participer au choix du régime. Parce qu'on a le régime de séparation des biens, qui est le régime par principe. Et on a le régime de communauté des biens. La femme doit pouvoir, avec son futur époux, tomber d'accord sur... Mais nous nous trouvons encore dans des sociétés où parfois c'est l'homme qui impose et la femme subit et elle n'arrive même pas à dénoncer toutes ces dérives-là. Merci. Monsieur Georges? Oui, mes deux prédécesseurs ont montré qu'il y a eu des avancées.
Et l'exemple qui a été donné quand on dit que le mari doit faire le choix du domicile, si je prends le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, bon, le code a changé et aujourd'hui c'est les deux époux qui décident ensemble de faire le choix. Et donc c'est une avancée significative. C'est une avancée et c'est là que moi je voudrais mettre le doigt. Il y a un certain nombre de, selon moi, de lenteur. Pourquoi en Côte d'Ivoire, par exemple, on décide que ce sont les deux époux qui doivent faire le choix, on décide qu'il n'y a plus un chef de famille, mais il y a une co-gestion du foyer, de la famille. Et pourquoi ce n'est pas le même cas ici? Qu'est-ce qu'on a... Bon, et on voit qu'il y a des différences d'un pays à l'autre. C'est vrai que tous les éléments sociologiques ne se ressemblent pas, mais des fois, on peut prendre des décisions qui vont faire avancer rapidement les choses. Plutôt que de dire monsieur, vous êtes le chef de famille, on vous remet le carnet. Maintenant, on dit monsieur et madame, voici votre carnet de famille. Et ainsi de suite. Donc, il y a selon moi, il y a des mesures, il y a des décisions pour inciter à aller beaucoup plus vite vers les droits des femmes. Pourquoi dans un pays, vu le taux de scolarisation faible, plus faible chez la fille que chez le garçon, pourquoi on ne crée pas des écoles, comme ça a été dit, ça a été annoncé, pourquoi on ne crée pas dans les différents départements, dans les différentes régions, suffisamment d'écoles? Pourquoi on ne demande pas aux partis politiques on ne leur donne pas des ingrédients pour favoriser justement l'éclosion des femmes. Regardez les différentes élections législatives, municipales, présidentielles dans nos différents pays. Il y a très peu de femmes qui y prennent part, il y a très peu de femmes qui sont devant. Et pourtant, regardez derrière, les masses qui soutiennent, très souvent, c'est des masses composées de femmes. Alors, il faut des mesures pour inciter à embaucher des femmes, des mesures pour inciter à pousser à l'éducation, des mesures pour faire en sorte que dans les partis politiques, par exemple, il y ait suffisamment de femmes pour qu'elles soient bien représentées. Et puis, regardez ce qui se passe au Rwanda, regardez ce qui se passe en Éthiopie, il y a parité. Alors, pourquoi les autres gouvernements dans les autres pays, pourquoi ils n'y vont pas résolument? Pourquoi on a l'impression qu'on veut attendre un semblant d'évolution? Évolution de quoi vers quoi? Si on regarde, que ce soit au Gabon ou en Côte d'Ivoire, on regarde au niveau des compétences. Si on a envie de créer un gouvernement avec autant de femmes que d'hommes, c'est possible. C'est possible dans ces deux pays-là. Et pourtant, quand vous regardez la composition des gouvernements, vous allez voir que les femmes, en nombre, sont dans une position réduite. Et ça, moi, je trouve que c'est pas normal. Et on se cache derrière ce qu'on va appeler l'évolution, alors qu'on peut prendre des décisions. Mais dans d'autres pays, les femmes sont en avance sur le plan politique. Lorsqu'on prend par exemple la Gambie a eu trois femmes vice-présidentes. Oui, vice-présidente, mais pas encore présidente. Moi, je prends le cas du Libéria. Au Libéria, on a eu Sir Johnson Helen, qui a été une brillante présidente. Elle a glané des prix, elle a été récompensée, elle a été reconnue au plan mondial. Et donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de mal à avoir une femme à la tête d'un pays. Et donc, au Malawi, il y a eu une femme. Et donc, il faut inciter. Au Libéria, la vice-présidente aujourd'hui, c'est une femme. Taylor, oui. Au Gabon, la présidente du Sénat, je crois que c'est une femme. Et vous avez à tous les étapes, quand même quelque part, une femme qui dirige. Nous sommes dans les étapes. Maintenant, pour reprendre un peu ce que vous étiez en train de dire en matière d'éducation, il faudrait, moi j'encourage plutôt, proliférer la création de lycées de jeunes filles, de collèges de jeunes filles, afin que certaines filles, avec la gratuité de la scolarité d'ailleurs, quand j'ai entendu de l'autre côté là-bas de la tribune des dames et madame en train de dire que deux fois on est battu, elles sont battues, mais ça c'est une affaire d'éducation, c'est même pas une affaire de droit. Maintenant, la tradition africaine elle-même, à un moment donné, a facilité ce genre de choses pour moi. Pourquoi? Parce que nos mamans dans les villages, la première des choses qu'elles disent à leurs filles, même si leurs filles sont battues matin, midi, soir, il ne faut pas quitter la maison.
Il faut rester là-bas. On va essayer de voir comment on va arranger ça. On va aller voir le papa, on va aller voir le chef de village, on va aller voir ceci, on va aller voir cela. Mais tout ça, là, c'est une incitation à rester dans la bagarre, dans la mésentente, malgré que nous soyons en train de régler ce problème. Donc, cette conscientisation de la nouvelle génération qui ne travaille que sur WhatsApp, qui ne travaille que sur le téléphone, doit comprendre que le WhatsApp, il est vrai éducatif, mais il te ramène 10 ans en arrière dans ta façon d'entreprendre, n'est-ce pas, ton respect à la société. Ces mamans qui sont présentes, ces grandes soeurs qui sont présentes, ces tantes qui sont présentes, qui amènent leurs enfants à l'école, mais que leur fasse comprendre que quand on est à la maison, qu'on est à table, le WhatsApp là, gardez-le à côté, on mange, après ça, allez-y parler sur WhatsApp. C'est une autre façon de faire comprendre à la fille qu'il y a des tenues qu'il faut avoir. À la fille ou au garçon, quand même. À la fille ou au garçon. Oui. Il y a des tenues qu'il faut. C'est des droits. C'est des droits à l'éducation. L'éducation est la base de toute chose. Absolument. Alors moi je voudrais revenir très rapidement en une seconde. Construire les écoles dédiées uniquement aux jeunes filles, pour moi, c'est une autre forme de discrimination. Je pense que, à mon sens, ce qui doit, c'est le mérite, c'est la compétence. En fait, il faut mettre les gens dans les mêmes conditions de réussite, femmes, hommes, et que les meilleurs sortent de là. Même lorsque je vois dans certains pays, on parle des quotas, 30% des femmes. Je dis, pour moi, c'est une forme de discrimination. À partir de cet instant, on ne peut pas parler de l'égalité. Il faut laisser les gens dans les mêmes conditions de réussite, avec les mêmes moyens de réussite, et que les meilleurs gagnent. Alors, Mireille, je voudrais prendre le contre-pied de... Monsieur Georges Apoté. Rapidement, prendre le contre-pied de Monsieur Ngo, parce que si on continue comme les choses se présentent, eh bien, on va continuer de se retrouver dans la discrimination. Et c'est pour cela que quand on demande que les États créent des écoles dédiées aux jeunes filles, c'est pour rééquilibrer les choses. Ce sont des décisions dites de discrimination positive, c'est pour rééquilibrer dans un premier temps les choses, et puis après, quand les choses se seront retrouvées équilibrées, eh bien la société continue. Mais pour le moment... Mais monsieur Georges, on ne peut pas parler de discrimination positive. Mais quand on parle de discrimination, justement, les hommes sont en train de prendre la parole ici, alors que la parole est aux femmes. Mireille, c'est la journée des femmes. C'est la journée des droits des femmes. Et les hommes, une fois de plus, veulent nous ravir la vedette aujourd'hui. Juste ce que je voulais dire. Non, nous poursuivons et nous attendons Madame Mukumbi sur ce plateau pour poursuivre avec le débat. Monsieur Georges, à votre suite. Je voulais juste terminer en disant que c'est parce qu'il y a un déséquilibre qu'on demande de prendre des mesures incitatives. On peut les appeler comme on veut, ces mesures incitatives. C'est de la discrimination, mais positive. Et puis quand on aura atteint l'équilibre qu'on recherche, eh bien les choses coulent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut entendre les choses. Mais si on les laisse continuer de cette façon, le déséquilibre qu'on a, il va se perpétuer. Et c'est pour ça que après 25 ans de Pékin, eh bien, on dit levons-nous et allons résolument, c'est-à-dire là on dit allons à l'égalité maintenant. Ensemble. On bouscule les esprits pour aller à l'égalité. D'abord, nous allons recevoir dans quelques instants Madame Mukumbi, qui est ingénieure agronome, qui va rejoindre notre plateau. Bonjour Madame Mukumbi et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame. Alors nous poursuivons avec ce débat-là. On parle de l'égalité. Je suis de génération égalité. Lèvons-nous pour les droits. Alors les hommes ont parlé. Ils ont demandé à ce que les femmes elles-mêmes prennent les devants pour défendre leurs droits. Déjà, vous entrez dans ce débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, déjà, je voudrais juste notifier par rapport à ma présentation. Effectivement, je suis ingénieur agronome, mais je suis sélectionneur, expert semencier, donc expert en technologie semencière. Oui. Bon, comme j'aime bien le dire, souvent lorsque je parle aux jeunes filles, je dis par exemple, lorsque tu as un projet, il faut te battre. Il faut te donner les armes pour atteindre cet objectif-là. Donc les armes, c'est-à-dire il faut travailler, il faut savoir le goût de l'effort, il faut vraiment être passionné et il y a des choses qui vous surviennent, par exemple. Mireille, il y a un message de l'ONU Femmes à l'occasion de ce 8 mars.
Oui, bien sûr, à travers sa directrice générale, nous allons ensemble suivre ce message. Happy International Women's Day. 2020 is a massive year for gender equality, not just for women and girls, but for everyone whose lives will be changed by a fairer world that leaves no one behind. It's the year for what we call Generation Equality, where we mobilize to realize women's rights and to mark 25 years of implementing the Beijing Platform for Action. We don't have an equal world at the moment, and we are radically impatient for that change to come. It is an impatience that runs deep through all age groups, young and older, through all sectors of society. It's been brewing for years. But there are some positive changes to celebrate. For example, there has been a 38% drop in the ratio of maternal deaths since 2000. 131 countries have made legal reforms to support gender equality. Today, more than 3/4 of countries have domestic violence laws in place, and more girls are in school than ever before. But even where there is progress, our best is not good enough, and challenges remain for all countries. Girls are making no secret of their disappointment with the stewardship of our planet and the slow pace of change. For example, despite improved school enrollment, 1 in 10 young women today are still unable to read and write. This has to change in order for girls to play their vital role in technology and innovation. Another priority target for our impatience is the lack of women at the tables of power. 3/4 of all parliamentarians in the world are men. A proven solution is to introduce legally binding quotas for women's representation. 76 countries have already successfully done so. Now, we want to see more. The same goes for women at the peace table, where the vast majority of the negotiators and signatories are men. We know women's involvement brings more lasting peace agreements, but women continue to be marginalized. Women's groups and human rights defenders are ready and able to do more, but desperately need protection, funding, and resources. My last and greatest impatience is the unmoving economic inequality. Women and girls use triple the time and energy of boys and men to look after the household. That costs them equal opportunities in education, in the job market, and in earning power. It's a driver of repeating poverty. Young women raising families are 25% more likely than men to live in extreme poverty, affecting millions of young children. The solutions include good policies that promote more equality in childcare responsibility and that provide state support to families and those who work in the informal sector. So, we are impatient and we are also hopeful. We have the rapidly growing support of allies and partners. There is a driving wheel for change across generations and countries. We are locating issues that unite us and that offer opportunity to disrupt the status quo. We know how to accelerate action for equality, and we are together. Generation Equality. Monsieur Mohamed Salamé, une dernière intervention, peut-être à la suite de ce message, la directrice générale de l'ONU Femmes. Non, écoutez, moi, ma dernière intervention, c'est simplement pour dire que, quel que soit ce qu'on dit, quel que soit ce qu'on critique, quel que soit ce qu'on a en tête,
vous avez toujours été au centre de toutes les discussions, vous les femmes. Vous êtes belles, vous êtes joviales, vous avez tout pour nous dépasser et pour nous séduire à tout moment. Merci à la Belle TV de m'avoir reçu. Merci à votre directeur. Merci à mon frère et ami fondateur de cette télévision. Dieu est amour, que Dieu vous garde. Je vous remercie. Merci, M. Salabé. Les femmes voudraient réagir dans le public. Je pense qu'il y a beaucoup de réactions. Oui. Oui. Allons-y. Je suis Christelle Essongembina. Je représente l'association Cœur de Femmes. Bien, mon intervention porte sur le fait qu'aujourd'hui, on ne reconnaisse pas déjà le rôle de chaque femme. Qu'elle soit femme au foyer, elle a un rôle à jouer, c'est celui d'éduquer et de former aussi ses enfants et d'entretenir son foyer. Elle a un rôle au niveau professionnel pour celles qui en ont, et celles qui n'ont pas d'emploi, on va dire formel, le font d'une façon ou d'une autre, ou à la limite doivent trouver le moyen de participer un tant soit peu à l'essor du pays. Maintenant, je voudrais également revenir sur ce que disait le monsieur tout à l'heure, parce que la famille reste effectivement la base de toute forme d'éducation. Mais ce que nous remarquons généralement dans nos foyers ou dans nos familles, c'est que il y a une forme de discrimination déjà à la maison sur le plan de l'éducation du jeune garçon et de la jeune fille. On va beaucoup plus accentuer les tâches ménagères entre griffes sur la jeune fille et dire à la jeune fille il faut que tu apprennes ci, il faut que tu apprennes ça. Contrairement aux jeunes garçons, on va toujours dire non, il faut que tu fasses des études, il faut que tu ailles travailler parce que demain tu auras une famille et tout ça. Donc ce sont souvent des éléments qui créent déjà la discrimination au niveau familial. Et lorsque le jeune garçon va grandir demain, pour lui la femme, le rôle de la femme reste un peu réducteur, parce que pour la femme c'est l'entretien de foyer, c'est l'éducation des enfants, et généralement les hommes ne voient pas bien au-delà, généralement. Donc le travail devrait aussi se faire à ce niveau-là pour que nous mères, nous femmes, nous apprenions également à nos jeunes garçons que la femme va au-delà de ce que nous voyons, donc simplement faire la cuisine, entretenir le foyer. Donc le rôle de la femme doit être aussi enseigné aux jeunes garçons. Est-ce que c'est pas une façon d'éduquer déjà cette petite fille, comme vous le dites, le fait de lui dire il faut préparer, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce que ça là, indépendamment du fait qu'elle doit être éduquée, elle doit être instruite sur le plan administratif et autres, mais cette petite fille là qui ne sait pas faire la cuisine, qui va demain aller dans un foyer, est-ce que ça c'est une discrimination? Est-ce que ça ne rentre pas dans l'éducation même de base qu'on doit donner à cette dernière? Oui, bien sûr. Il faut qu'on le lui apprenne parce que ça fait partie de ses rôles. D'apprendre à faire la cuisine, de tenir le ménage. Mais il y a des foyers où on ne va pas au-delà. On va pas dire à la jeune fille, il faut que tu apprennes ci, mais en plus, il faut que tu fasses un effort, que tu fasses des efforts quelquefois supplémentaires, parce que le jeune garçon ne va pas faire les mêmes efforts d'apprendre à faire la cuisine, de faire des études, de tout faire en même temps. C'est là où reste la difficulté, de savoir faire la limite entre ce qu'on apprend à la jeune fille, qui est souvent, on lui demande beaucoup plus que le jeune garçon. En fait, c'est surtout là où réside le problème. Il y a une autre réaction dans le public, oui? Allez-y. Merci pour la parole. Je voudrais appuyer en disant que cette égalité évolue selon les pays. Ouais. Nous, au Gabon, nous avons encore beaucoup de retard. Beaucoup de chemin à faire. Voilà. Je prends par exemple la résolution 1325, oui, qui a été mise en place depuis le 31 octobre 2000. Nous, c'est en 2020.
que nous venons maintenant mettre en place ces résolutions. Qu'est-ce qu'elle dit, cette résolution? Bien sûr, elle existe. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en fait, c'est femme, paix et sécurité. Oui. Donc, à l'intérieur, on essaie de valoriser la femme, de l'élever, de la mettre au même pied d'égalité que l'homme. Et déjà, dans nos mentalités, s'il faut faire un sondage, combien d'hommes peuvent accepter ce terme d'égalité? Je parle du cas du Gabon. Oui. Nous avons dans nos administrations des métiers qui sont réservés encore aujourd'hui à l'homme. Je parle parce que j'ai des exemples précis. Moi, dans la boîte dans laquelle je suis, il y a encore des métiers que l'on va dire, c'est pour les hommes. Ne peuvent être nommés à ces postes que des hommes. Mais à quel niveau il y a des femmes qui ont des aptitudes pour occuper ces niveau postes? Y a-t-il l'égalité en ce moment-là? Donc, vous comprenez que ce mot égalité au Gabon, il reste encore très loin. Merci. Il y a des choses qu'il faut faire. Bien sûr. Une autre réaction dans le public? Oui. Et juste après, on reviendra sur ce plateau avant de repartir chez Mireille. Oui. Bonjour, moi c'est Bézi Martine Marisa, je suis un jeune entrepreneur. Donc moi je veux intervenir à deux niveaux du débat. Donc on parle de génération égalité, levons-nous pour le droit des femmes. Donc on est clair que c'est un thème qui appelle tout le monde, tant les femmes que les hommes. Tout à fait. Dans le principe d'autonomisation ou de droit de la femme, je pense que la société a son rôle à jouer. Par la société, j'entends les institutions, l'État et tout le reste. Oui. Et ensuite, la femme elle-même, elle a également le rôle majeur à jouer avant que les hommes l'accompagnent. Par la société, enfin, le rôle que la société a à jouer pour moi, c'est le suivant. Le rôle au niveau des lois, de la réglementation, de donner tant aux femmes qu'aux hommes les mêmes opportunités d'arriver à un certain niveau d'élévation sociale. Mais ça, je vais prendre le cas du Gabon parce que je ne connais pas comment ça évolue exactement ailleurs. C'est ici que je vis et je sais comment ça se passe. Je pense qu'on a le même droit à l'éducation, le même droit à la santé, le même droit, enfin, les droits primaires, on est tous au même niveau. Maintenant, je veux dire, on veut être autonome. On veut parler d'émancipation de la femme en prenant en compte les avantages et en voulant laisser les inconvénients. Vouloir être au même niveau que les hommes, avoir la parité, ça implique de faire les choses de la même manière qu'eux. Donc, faire les mêmes efforts au niveau des études, se tuer à la tâche pour le travail au même niveau. Ensuite, il y a la cellule familiale. Comme la dame disait, je vais revenir pour appuyer ce qu'elle disait. La cellule familiale, c'est le premier cercle d'éducation des êtres humains. Donc, la femme encore, elle est maîtresse à ce niveau-là parce que majoritairement, c'est elle qui élève ses enfants. Donc, tu as 2 enfants à la maison, tu les élèves de la même manière. Le petit garçon, il fait les mêmes tâches que la petite fille fait les mêmes tâches que le jeune garçon. Les deux vont à l'école, ils ont tous les mêmes opportunités. Donc toi, en inculquant toujours en tant que femme, je dis que c'est la femme qui a le rôle principal dans dans le respect de ses droits, parce que si tu as bien élevé tes enfants, tant le jeune garçon que la jeune fille, le jeune garçon demain quand il grandit, c'est quelqu'un qui est posé dans sa tête qui sait que les femmes elles ont ses droits, et les enfants d'aujourd'hui forment les individus qui font la société de demain. Donc si les femmes ont joué ce rôle-là au niveau de leurs jeunes garçons, c'est déjà un plus parce qu'on aura affaire à des hommes qui seront compréhensifs et qui vont soutenir les femmes dans cette lutte-là, parce que depuis l'éducation dès le bas âge, on le leur a inculqué. Une femme, tu as appris, tu as des compétences, tu te bats, tu les fais valoir. À un moment donné, il faudra bien qu'on te reconnaisse ces compétences. Et moi, je pense, tout chef d'entreprise recherche l'évolution de son entreprise. Et si c'est une femme qui remplit les critères, oui. Qui remplit les critères et qui est capable d'apporter cette évolution-là, même s'il y a des stéréotypes du genre non, ça doit être à la place d'un homme, il voit son intérêt. Et si c'est toi qui es capable d'apporter cette expertise et de faire évoluer l'entreprise,
de bon gré ou de mauvais gré, il te mettra là parce que l'objectif premier pour lui, c'est de faire avancer son business. La seule bataille pour moi, véritablement à mener, c'est celle de l'éducation dans la cellule familiale. Et là, c'est encore quelque chose qui nous revient parce qu'en général, c'est nous qui éduquons les personnes qui seront responsables demain. Donc, si on a fait un bon travail en tant que femme et qu'on a inculqué ces valeurs de parité là à nos enfants, on n'a pas de problème demain. Monsieur Mandjoukoué? Oui, je vais écouter tout le monde. Je suis de comprendre que là, nous nous focalisons sur le milieu urbain. Je vais prendre un exemple simple sur le peuple autochtone. Et je comprends que aujourd'hui, le droit de la femme se focalise plus là, sur l'éducation et la responsabilité morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le peuple autochtone aujourd'hui, il y a 2 enfants, donc la fille et le garçon. La maman s'occupe de la fille dans le cadre féminin. Et l'homme s'occupe dans le cadre masculin. C'est-à-dire l'éducation de l'homme, de l'enfant garçon, incombe le père. Qui, lui, ce dernier inculque à l'enfant comment il faut aller par exemple en forêt. Mais cela n'empêche pas les deux d'y aller à l'école. Parce qu'aujourd'hui, il y a le peuple autochtone qui va à l'école. Vous allez au sud du Gabon, aujourd'hui, du côté de Dubois, il y a des écoles qui sont là-bas. Mais quand c'est les week-ends, la femme, la mère prend la petite fille pour la brousse, elle l'inculque comment il faut planter. L'homme prend le garçon, il va faire de la chasse. Mais ça n'empêche pas qu'ils aillent à l'école. Donc pour dire aujourd'hui que on prive la femme, on lui demande juste de faire du ménage et ne pas aller à l'école et à la fin se retrouve dans une situation où il ne peut pas réussir, c'est pas possible. Ce que nous devons faire, nous les parents, c'est de dire, d'apprendre aux enfants la responsabilité de ce qu'ils peuvent devenir demain. C'est quoi que j'entends par responsabilité? Si un enfant aujourd'hui, enfant-fille, qui grandit auprès de sa mère et qui les 2 parents sont là, lui demande après le ménage qui incombe la femme, il faudra bien que tu fasses l'école. Je pense que ce problème d'égalité ira ensemble. Donc il n'y a pas de dire la responsabilité sur les hommes, non. Les femmes, comprenez que les hommes aussi se battent afin que vous puissiez avoir vos droits. Les hommes se battent pour que les femmes puissent avoir leurs droits? Oui, il y a des hommes. Après, on est que les hommes sont là. Les hommes se battent. Retour sur le plateau des femmes, Mireille. Retour sur le plateau des femmes, Mireille. Mais bien avant la réaction, bien avant la suite de notre débat, nous allons à Yaoundé parce que nous avons un point focal au Cameroun. Nous allons retrouver Carole Guissot qui a rencontré également des experts, des spécialistes là-bas pour parler de cette journée de la femme, Mireille. Et elle a rencontré l'une des responsables du ministère de la Famille avec qui elle a débattu de ce thème de 2020. En 1995, il n'y avait même pas de femme directeur générale d'entreprise. Là-dessus, je vais encore vous surprendre. Aujourd'hui, elles sont une quinzaine. À Camtel, nous avons une femme directeur générale. Il y a quelques années, l'actuel ministre des Postes et Télécommunications était directeur général des douanes. Voyez-vous, à un poste aussi sensible. Je vais citer comme ça à la Sopecam, à la Société de presse et d'édition du Cameroun. C'est une femme qui est directeur général. Vous allez me dire sur combien, peut-être sur 60, mais je veux dire par rapport à Beijing, il y a quand même des changements qu'on note. La même Hillary Clinton a dit, les femmes ont besoin des lois, mais elles ont aussi besoin de changement de mentalité. Changement de mentalité, justement, des hommes. Ils ont pris d'assaut les sites de pouvoir. Il est question aujourd'hui qu'ils se rendent compte, qu'ils intègrent le fait que nous sommes dans un monde qui se féminise et que nous sommes dans une logique, une démarche d'inclusion. Le curseur aujourd'hui n'est même plus tellement celui de la prise en compte du genre, mais celui de l'inclusion sociale. Il faut bien qu'on se rende compte dans nos institutions que l'inclusion sociale est un facteur de construction du vivre ensemble et de la paix, de vivre ensemble harmonieux. Si les femmes se sentent frustrées, à un moment donné, elles peuvent tout simplement décider de ne plus faire certaines choses, de ne plus être ces citoyennes dociles qu'elles sont jusqu'aujourd'hui. Et c'est aussi de cela qu'il est question. Je suis une maman qui a 4 enfants et je pense que c'est un phénomène qu'il faut condamner avec vigueur. Le Cameroun a évolué sur ce point parce que il y a déjà le code pénal qui peut-être semble-t-il n'a pas suffisamment été coercitif pour ces personnes. Il y a aujourd'hui le code de procédure pénale qui sanctionne les crimes comme le viol,
et toutes sortes de violences à l'égard des femmes, violences sur l'intégrité physique de la femme, les mutilations génitales féminines et bien d'autres. Mais ce que je vais dire, c'est aussi une interpellation en direction de la société par rapport aux dénonciations. La dénonciation aujourd'hui reste encore quelque chose, reste encore un tabou. Parce que des familles se disent que c'est quand même l'image de la famille et autres. Et les cas dont vous parlez sont parfois des cas révélés par les maîtresses, les enseignants d'école et par des voisins. Mais dans l'entourage des familles, on a le sentiment que ce sont des crimes qui sont encore malheureusement protégés. Donc ce n'est pas la faute à la loi est coercitive. Et les autorités de police judiciaire font leur travail. C'est un travail maintenant de sensibilisation, d'éducation et de formation qu'il faut faire maintenant en direction de l'opinion publique pour que, ma foi, l'être humain, homme comme femme, soit considéré sur le même pied d'égalité avec, je veux dire, avec le même respect, avec la même dignité et avec intégrité. La femme camerounaise que je suis est une femme brave, est une femme courageuse, est une femme dévouée, engagée et fidèle à ses engagements. Et j'ouvre cette fenêtre pour dire qu'en tant que ceinture noire de Nambudo et pratiquante d'art martial depuis 27 ans, la femme camerounaise doit avoir un esprit combatif, un mental combatif, d'endurance, de persévérance. Parce que la vie ne nous donnera rien sur un plateau en or. Voyez, nous sommes dans le domaine politique par exemple. Rares sont les femmes qui s'inscrivent dans la transhumance politique. Aller d'un parti politique à l'autre, vadrouiller ici et là. Elles sont vraiment stables et on peut compter sur elles pour bâtir une société. Et je dis que la démocratie se construit et se consolide avec les femmes. Parce que ce sont des êtres, lorsqu'elles ont dit oui à un ouvrage, elles n'abandonnent pas tant qu'elles n'ont pas atteint l'objectif. Et c'est en cela qu'il faut faire confiance aux femmes et les intégrer dans les processus de développement durable. Et nous poursuivons avec nos débats. Et sur le plateau, Richie veut réagir. Mireille, elle veut réagir à la suite de tout ce que les hommes ont dit de notre côté là-bas. Alors Richie, il s'agit des droits des femmes. Les femmes présentes sur ce plateau m'accompagnent dans un exercice. Que chacune prenne sa main comme ça. Eh oui. Oui, et qu'elle regarde sur sa main comme si elle se mirait. Alors maintenant, posons des questions, parce que c'est une série. Qui suis-je? De quoi suis-je capable véritablement? Quels sont mes droits et mes devoirs? Je reste convaincue de ce que la question des droits des femmes trouveront un épilogue si seulement chacune d'entre nous sait qui elle est, ce qu'elle vaut, quels sont ses devoirs et ses missions. Parce que quoi qu'on dise, mais regardez, la sphère politique, mais c'est les arrangements qui peuvent être mis sur écrit pour satisfaire aux demandes à l'échelle internationale. On peut parler du concept de parité parce qu'on veut faire bonne figure à l'international. On peut mettre des femmes à des postes de responsabilité alors qu'en réalité, elles n'ont aucun pouvoir de décision. Tout à fait. Ça, c'est un fait. Pour revenir sur l'exemple de la dame, je suis dans une entreprise, je réponds à un profil, mais bon Dieu du ciel, monsieur, il faudra m'expliquer, yeux dans yeux, pourquoi est-ce que je ne dois pas accéder à ce poste. Mais il y a un problème, mesdames. Le problème également, c'est nous-mêmes. Pourquoi? On a toujours été considérés comme le sexe faible de la société. On a pris cette couverture, on l'a portée, on la traîne partout. Mais c'est une grosse tare et c'est une erreur. Il faut qu'on sorte ça de notre tête pour commencer. Ensuite, se dire, bon, je suis Richie, qu'est-ce que je sais faire? Si je sais le faire, il faut que je le fasse bien. Suffit-il de revendiquer des postes et de ne pas pouvoir les assumer après, se cachant derrière nos responsabilités conjugales? Là également, c'est un problème. Voilà pourquoi, malheureusement, je ne justifie pas l'attitude ou la réaction des hommes. On emmène à être traité de la sorte. Le travail commence à 7h, je me pointe à 8h, au motif que j'ai un mari et des enfants. Bon Dieu du ciel, mieux vaut qu'on reste femme au foyer. Parce que si j'arrive à concilier ma profession et ma catégorie ou ma responsabilité de mère et d'épouse, je dois pouvoir être exemplaire, quand bien même c'est difficile, et montrer aux hommes que nous les femmes, quand on fait les choses, on sait bien les faire, on les assume à tous les niveaux. Je pose souvent la question aux gens de savoir, savez-vous ce que Dieu, le bon Dieu a dit à la femme lorsque l'homme était endormi et qu'on a retiré une côte pour la fabriquer? Non, c'est pas, on sait de pas. répondre à cette question.
Parce que justement, la femme a la possibilité, a la faculté d'encaisser, de gérer. Moi, j'arrive à sourire. Quand les gens arrivent, c'est moi que mon bonhomme il a crié dessus. On gère, on n'est pas obligé de montrer qu'on est affecté, on est affaibli par une situation ou une autre. Non, commençons à régler ça à notre niveau pour que les hommes et la société nous suivent, parce que c'est nous qui allons dans une certaine mesure dicter les règles de la conduite à tenir. Dans le public, il y a une réaction, Ruti. Dans le public, il y a une réaction. Oui. Merci Nathalie. Moi, je veux réagir par rapport à ce que Ruti disait tout à l'heure. Quand une femme est quelque part, elle a cette magie-là de changer les choses, même quand les choses sont très difficiles. Et c'est pour en venir au fait de ce terme de 2020 qui demande aux femmes de se lever, qui demande à tout le monde de se lever. Aujourd'hui, je dis, nous sommes des femmes, lèvons-nous. Avec ou sans diplôme ou sans compétences requises, levons-nous. Parce que, comment je prends par exemple le cas de nos mamans ou bien de nos grands-mères qui ont élevé leurs enfants avec le peu qu'elles avaient, et des enfants comme ça, parfois qui sont devenus des cadres, des chefs d'entreprise, de présidents. Je me demande que nous, aujourd'hui, par exemple, qui sommes des femmes intellectuelles, pourquoi on ne peut pas faire mieux qu'elles? Je vais un peu dire quelque chose qui va peut-être choquer aujourd'hui. Je m'adresse à mes sœurs. Quand tu as fait tes études et que tu sais que tu as le profil pour obtenir un poste, ne te laisse pas influencer par les personnes qui vont dans ton entreprise. Je vais parler des positions canapé. C'est une expression qu'on emploie au Gabon. Il faut que ça s'arrête. Nous, les femmes, nous avons la capacité comme ça de faire ce que même les hommes parfois ne peuvent pas faire. Voilà. Position canapé, nous sommes en 2020, les femmes doivent sortir de la position canapé et surtout travailler en fonction des compétences, en fonction des potentialités de chacun. La réaction des hommes aussi. Réaction. Oui, je réagis rapidement. Je vais prendre un cas simple. Je pense que les femmes disaient tout à l'heure, lorsque vous êtes compétent, naturellement, on va vous confier des responsabilités. Je prends un leader, Barack Obama, et son épouse, Michelle Obama. Michelle, oui. Voilà. Je parle de Barack Obama parce que je suis également le président de l'association Alumni Yali Gabon. Oui. Donc le Yali, c'est une initiative qui a été lancée par le président Barack Obama. Alors, lorsque Barack Obama, avocat vraiment de haut niveau, sa femme également, Barack, il vient faire le stage au cabinet de Michel. Et donc c'est Michel qui reçoit Obama comme stagiaire. Donc Obama, il est le stagiaire de Michelle Obama au cabinet. Mais cette femme-là, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la compétence, c'est l'engagement, c'est le dévouement. Et si Barack, devenu président de la République, Michel était à 80% de ce qui a été fait. Le slogan Yes We Can, Yes We Can, de la campagne de Barack Obama, c'est Michel qui propose ce slogan à Obama. Et même, au départ, l'entourage de Barack Obama, l'équipe de campagne, ne valide pas le slogan. Mais Michel dit, Barack, ce slogan-là, il doit passer. Là aussi, vous voyez la détermination des femmes. Donc, il y a une responsabilité, quelqu'un le disait là, il y a une responsabilité également des femmes. Si les femmes se laissent faire naturellement, les choses vont continuer à, voilà. Et je pense que les positions canapé, oui, parce que parfois ça nuit au progrès des femmes. Et les femmes elles-mêmes également, les femmes elles-mêmes également sont responsables de ces genres de situations. Effectivement, beaucoup de réactions à la suite de vos propos, Mireille. Beaucoup de réactions. Et sur le plateau des femmes ici, on a Madame Boukoumbi qui veut réagir. Oui, justement, je vais réagir sur la position canapé. Parce ça nuit sérieusement à l'avancée de la société, hein, et des administrations. Hein. Donc c'est un fait avéré. Oui, effectivement. Bon, à un moment donné, c'est frustrant justement pour ces femmes-là qui se battent justement pour s'imposer par le travail dans le milieu administratif, au sein de la société, et que par la suite, même si à diplôme égal, parfois je n'ai rien contre la formation que les intéressés ont eue, mais sur le plan technique, il n'y a pas de niveau. Mais vous voyez, c'est vrai qu'il faut de l'expertise, il faut de la compétence, mais c'est à elle qu'on confie les postes les plus élevés.
Donc, à un moment donné aussi, il faut qu'on se dise certaines vérités. Mais c'est vrai qu'il y a l'expertise et la compétence, mais c'est des choses qui existent dans notre pays. Et ce sont des choses qu'il faut dénoncer, justement, que les femmes devraient dénoncer aussi. Oui, madame, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je vais revenir sur ce que Richie disait tout à l'heure et la dame derrière moi. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. J'ai pas eu la grâce, en fait, d'être avec mon papa à tout moment. Mais je sais que ma mère n'est pas née en 1995. Mais avant qu'on ne décrète, en fait, toutes ces lois qui concernent la femme, elle, déjà, dans la famille, elle nous a montré, en fait, que la femme avait de la valeur et elle avait, en fait, elle pouvait aussi parler devant les hommes et donner son point de vue. Donc moi je me dis, nous sommes nés dans cette génération-là. C'est nous en fait qui faisons cette génération parce qu'il y a beaucoup de femmes encore qui ne connaissent pas leurs valeurs dans la société. C'est nous qui devons inculquer ça. Je crois que nous sommes plus de 10 dans cette salle. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dehors, qui sont dans les maisons, qui sont dans les champs, qui ne connaissent pas encore leurs valeurs et les droits qu'elles ont. Donc c'est nous qui devons inculquer ces valeurs. Moi je suis née en 1995 et franchement je me dis, voilà, au moment où ils étaient en train de décréter cette loi, moi je criais à peine en fait, je sortais à peine du ventre de ma maman et je me dis waouh, pour moi c'est quelque chose de grand parce que je suis pas née à cette époque où on disait la femme n'a pas droit à ceci et à cela. Je suis née au moment où on disait la femme a son mot à dire, donc je me dis on a encore le droit et on peut encore inculquer ces valeurs à beaucoup de femmes en fait et les hommes ne pourront que nous accompagner. Voilà. Votre réaction dans le public, les femmes? Je vais peut-être me faire lapider, mais qui pratique toutes ces tortures morales sur les femmes qui sont encore des femmes elles-mêmes. Ouais. Donc, c'est bien beau de dire que les institutions ne veulent pas, les hommes ne veulent pas si, mais il n'y a pas pire qu'une femme envers une autre femme. Il faut qu'on se dise les vérités. Pourquoi il n'y a pas pire? Les femmes qui réussissent, parce qu'on dit que les femmes doivent se lever pour revendiquer leurs droits. Mais les seules qui arrivent à se lever, à revendiquer leurs droits, ce sont celles qui sont bien nées. Il faut se dire aussi les vérités, qui sont nées dans des bonnes familles, socialement. Il n'y a que celles-là qui arrivent. Je suis désolée. Et je vais prendre ça pour parler personnellement. J'arrive à partir de chez moi, laisser mes filles en Europe parce que je suis bien née, parce que ma famille ne me condamne pas, trouve normal qu'une femme puisse laisser ses enfants et aller travailler, être entrepreneur, gagner son argent. Je serais dans une famille de classe moyenne, je serais une paria, ce serait de la sorcellerie. Donc il faut qu'on se dise les vérités aussi sur ce plan-là. Et pour revenir sur monsieur le magistrat qui a mis le doigt sur les violences conjugales en disant que souvent certaines femmes qui sont battues sauvagement, pour pas dire autre chose, lorsqu'on leur demande de porter plainte, elles se rétractent. Mais il faut pas oublier quelque chose, quand on est dans la violence psychologique, parce que le pire, ce n'est pas les coups. Quand on est dans la violence psychologique, on a du mal. C'est ça que le système judiciaire n'arrive pas à comprendre, et je peux même pas parler des policiers. Les femmes battues, ce sont des êtres qui sont complètement chiffonnés. Donc avant de leur demander de venir porter plainte, il faut les porter psychologiquement, juste des fois même psychiatriquement. Donc vous pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas connu autre chose. Souvent ce sont des femmes qui ont connu la violence, qui ont vu leur mère se faire battre. Et donc elles ne connaissent que ça. Pour elles, l'amour, c'est un homme qui rentre et qui les bat en fait. Quand elles rêvent du prince charmant, on parle du prince charmant. Voilà encore une image réductrice. Chez les femmes, pourquoi le prince charmant? Est-ce qu'on parle de la princesse charmante aux hommes? Non. Donc, je pense que tout ça, c'est psychologique. C'est plus loin que ça. Les femmes qui arrivent, qui sont battues, il faut d'abord faire un travail psychique sur elles avant de leur demander quoi que ce soit. Voilà. Une autre réaction, les dames, oui. Juste après, on va prendre Stéphane. Je voulais revenir sur la théorie position canapé. Voilà, promotion canapé. D'accord, promotion canapé. Donc à ce sujet, ce que je voulais dire, c'est que une fois de plus, les femmes elles-mêmes sont responsables. Parce que là, on parle de l'administration, mais dans la vie en général, je parle pour la grande partie parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont eu un éveil et qui savent ce qu'elles veulent, qui savent où elles vont. Mais pour la majorité, une fille dans la rue qui se fait courtiser,
Elle n'est pas forcément attirée par le courtisan, mais elle part du principe, il me fera des cadeaux, il va me donner de l'argent, il va me faire X, il va me faire Y. Elle commence à fréquenter cette personne, rien que pour ça. T'as rien à apporter d'autre dans la relation que ça, parce que tu veux même pas travailler, mais tu veux qu'on te respecte. Comment on te respecte? Comment on fait pour te prendre pour autre chose, si ce n'est que ça que toi-même tu montres? Tu ne montres pas que tu as de la valeur, tu ne montres pas que tu vaux plus que ça, tu ne montres pas que tu as une intelligence, parce que là je parle même pas d'intellectualisme, parce que aller à l'école, c'est pas tout. On peut être naturellement intelligent, on peut avoir des compétences dans autre chose que des disciplines scolaires. Donc, tu ne montres pas que tu es entreprenante. Tu ne montres pas que tu veux travailler. Tu ne montres pas que tu veux faire quelque chose de ta vie. Comment on fait pour te respecter? Comment on fait pour te considérer autrement que comme un objet de satisfaction, de plaisir? Comment on fait? Ça, c'est dans la vie en général. Donc, quand les hommes ont déjà cet aspect de la femme, même toi qui travailles, toi qui as des diplômes, toi qui as une certaine valeur, qui sais ce que toi tu vaux, des études que tu as eu à faire, qui connaît ton potentiel. Tu arrives devant lui, je suis désolée, mais les autres ont déjà vendu la mèche pour toi. Donc, il te voit de cette manière-là. Maintenant, après, c'est à toi d'imposer le respect, de forcer ce respect, de montrer que ouais, les autres t'ont donné cet aspect-là, les autres t'ont présenté ce visage de la femme, mais moi je te dis que non, je suis pas comme ça. Je ne mange pas de ce pain. Mais si au contraire, on se dit, de toutes les façons, j'ai trop envie d'avoir ce travail, j'ai trop envie d'avoir ce poste, ok, je le fais. Une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ça devient la norme. Nous allons retrouver Mireille sur son plateau avec les hommes pour continuer avec ce débat. Mais bien avant, on va prendre la réaction de Asta sur le plateau qui voulait réagir par rapport à ces droits des femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2020 en termes d'acquis? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été acquises par rapport aux droits des femmes en 2020? Les femmes sont victimes de beaucoup de choses qui découlent de leur propre choix. Oui, comme on nous nous a dit déjà. considérés comme le sexe faible et on s'est aussi considéré comme le sexe faible. Mais je pense qu'il y a beaucoup à gagner, beaucoup qui se sourcent dans la... Il faut démonter la mentalité de victimisation dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on s'assied et qu'on discute des droits de la femme comme quelque chose qu'on nous attribue en dehors du statut légal et du juridique. Je pense que les femmes devraient laisser un peu moins de place à la société dans leur tête, dans leurs décisions, qui leur dit comment se sentir. Est-ce que si je vais aux toilettes et que c'est un bonhomme qui est dessiné sur la porte et que j'entre là et que est-ce que je deviens un homme parce que j'entre là? Je suis une femme, je suis qui je suis en dehors de ce que la société projette sur moi. C'est aussi un problème d'éducation et là je ne parle pas de l'instruction de l'école. Je parle du système de société. J'ai grandi dans une famille où j'ai grandi qu'avec des garçons et on ne m'a pas privilégiée parce que j'étais une femme. C'est pour ça que tout à l'heure, quand M. Engo parlait, quand l'ambassadeur parlait d'école pour les femmes, je pense que c'est carrément le contraire de la solution. Ça accentue la stigmatisation. On continue à être victimisé. On continue à être des êtres pour lesquels il nous faut des mesures particulières pour être à égalité. Mais si on veut combattre, on peut pas combattre pour l'égalité et en même temps demander qu'on nous prenne comme des particuliers. Si on est pareil, on est pareil. On se bat sur la même base. Aujourd'hui, ça dépend d'où on va, peut-être en Afrique ou d'où on va dans le monde, de ce qu'on trouve par rapport à comment les femmes réagissent, comment les femmes prennent du leadership. Je pense que ce serait décontextualiser et dévaloriser les efforts et les progrès qui ont été faits pendant les 25 années qui ont suivi la conférence de Beijing, de dire qu'on est encore considérés comme des femmes au foyer, qu'on n'a pas le droit d'entreprendre, mais il y a 27% des entreprises qui sont faites en Afrique appartiennent à des femmes. Donc les statistiques parlent pour elles-mêmes. Oui. Je pense qu'on doit sortir de ce moule complètement et que le combat commence d'abord dans l'éducation des femmes, dans l'éducation des hommes et qu'on arrête d'attendre qu'on nous dise « vous avez le droit d'être une femme ». S'il me le dit ou s'il ne me le dit pas, je le suis. Donc c'est plus une question d'auto-perception
que de comment la société nous donne le droit, qu'est-ce qui nous est attribué, qu'est-ce que la loi me permet de faire. Si ma coutume ou ma tradition m'impose des choses que je trouve être intrinsèquement nocives et toxiques pour moi, je ne le suivrai pas. Donc à ce niveau-là, ça revient à être une question de choix, encore une fois. D'accord. Stéphane Cassa nous a rejoint sur le plateau. Depuis un bon moment, il veut réagir à tout ce qui s'est dit. Oui, bien sûr, déjà, je veux dire par rapport aux femmes, on célèbre le 8 mars, c'est important. Voilà, qui veut du respect s'en procure déjà pour les femmes. Si vous regardez dans le rétroviseur, vous allez voir qu'avant les indépendances, les femmes étaient des reines. Je pense à la reine Angola Djinga, ou bien on va en Côte d'Ivoire, la reine Coco, tout ça, voilà. Et après les indépendances, je sais pas trop ce qui s'est passé, déjà. Et pour répondre à la dame tout à l'heure, le problème, c'est que lorsqu'on parle de transmission de valeurs, parce qu'on parle de valeurs, comment c'est quoi la méthode aujourd'hui? Ça, dans le domaine socialement, traditionnellement parlant, aujourd'hui, on est dans un monde en perte de valeurs, tout ça. Et quelle est la méthode aujourd'hui? Quel est le Mais le monde n'est pas en perte de valeurs à cause des femmes, hein, Stéphane. Non, mais la femme était un pilier à l'époque. La femme représentait un pilier. La femme représentait beaucoup. Oui, on est dans un monde en perte de valeurs, mais c'est pas du fait des femmes. Elle représente toujours beaucoup. C'est vrai qu'il faut dire que dans le domaine traditionnel, la femme avait une place, avait sa place. La jeune fille, tu parles de la fille, apprenait aux côtés de sa mère, elle avait sa place à la cuisine. Les hommes et les femmes, c'est vrai, avaient chacun leur espace. La femme avait son espace et l'homme son espace. Oui, monsieur, mais socialement... Le monde n'est pas en perte de valeur à cause des femmes, Stéphane. Je parle pas du monde, je parle des femmes. C'est dangereux ce que tu dis, Stéphane. Vous êtes dans un élan de combat aujourd'hui, j'ai l'impression. Nous avons toujours été dans un élan de combat. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui... C'est pas aujourd'hui seulement. Vous combattez avec quel gendarme, en fait, aujourd'hui? Nous combattons avec quel gendarme? Il y a des structures associatives qui existent, qui sont bien structurées, qui ont des statuts, qui savent ce qu'elles font, ces structures associatives, qui travaillent en étroite collaboration avec nos administrations dans l'optique justement de faire appliquer des lois qui existent, de faire adopter certaines lois dans les différents parlements. Nous avons dans le Parlement gabonais des lois qui sont adoptées là-bas. Nous avons dans tous les États africains des structures. On parle également du rôle indéniable de la société civile. Des sociétés civiles africaines qui sont de plus en plus dynamiques dans l'histoire. Mais après, j'ai l'impression qu'on est toujours dans un combat de boxe qui finit jamais, en fait. La femme, c'est une mère. Voilà, elle met au monde, voilà, elle est censée accompagner les enfants et les hommes. Elle accompagne, pas elle est censée, elle accompagne. Ouais, quand je vois le monde aujourd'hui, elle est censée quand même, elle est censée quand même. Aujourd'hui, quand on compare, elle est censée quand même, parce que il y a un genre de fille dans la société qui existe, que nous tous nous voyons, et on dit quand même que, attention, donc elle est censée exister. Donc voilà, elle représente beaucoup. Voilà. Et pour reprendre aussi à la dame, excusez-moi, voilà, elle parlait de prince charmant et de femmes charmantes. C'est charmant. Mais il y a des princes charmants tous les jours. Tous les jours. On le fait peut-être. Il y a l'image du prince charmant qui est là, mais pas l'image de la princesse charmante. Je voulais dire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes se reconnaissent dans ce qu'elles font. Et l'unité intellectuelle est là, oui. Aujourd'hui, la responsabilité, allez voir ce que je vois, comment les femmes s'habillent, certaines femmes s'habillent, comment elles peuvent être valorisées. Voici leur accoutrement. Mais c'est triste lorsqu'on voit une femme marcher particulièrement sur l'expression nue. On ne peut pas la respecter. Pourquoi sont-elles violées? C'est parce que pourquoi sont-elles violées? Parce que tout ça s'habille très mal. Si on marche nu dans la rue, on a violé. Non, mais vous êtes qui, vous? Mais vous êtes qui pour nous parler comme ça? Je ne suis pas d'accord. Tous les jours, les femmes se font violer ici. Elles ont des burkas, elles ont des mini-jupes. Mais non. Est-ce que moi je vous dis comment vous devez vous habiller? Donc vous, si je me mets nu, vous me violez parce que je suis nu? Mais attendez, mais on vit dans quel monde? Mais maîtrisez-vous, monsieur. Vous devez maîtriser votre libido. C'est pas à nous de nous habiller comme vous le voulez. Je suis désolée. Il faut comprendre que le débat se poursuit. Je vais vous dire, vous n'aurez pas raison aujourd'hui et vous n'aurez jamais raison. Peu importe que vous parliez avec des hommes ou avec des femmes qui sont logiques, si vous nous dites que la raison pour laquelle les femmes sont violées parce que... Non, vous avez dit tout à l'heure que les femmes sont violées parce que elles s'habillent de cette manière. On l'a entendu ou bien on n'a pas entendu? L'évaluation de la femme. D'accord. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que
ça ne se justifie pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et la façon dont les femmes s'habillent, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que je suis habillée dans une tenue que vous estimez être dérangeante pour vous que je ne mérite pas qu'on me respecte. Mais je me surprends. Moi, j'ai même tendance à être plutôt conservatrice dans ma façon de m'habiller, mais n'empêche que on ne va pas juger une femme par rapport à ça. Non. C'est frustrant. Je vais me surprendre, j'ai vu une photo de ma grand-mère qui date de 1975. Elle avait une mini-jupe, hein. Permettez que je me lève. Mini-jupe. Ma robe de ma grand-mère était jusqu'ici. Elle avait un décolleté profond. Mais à cette époque, les hommes ne se permettaient pas de violer les femmes, messieurs. Ça veut dire en réalité que le problème n'est pas au niveau des dames, mais chez vous, chez les hommes. Vous devez travailler sur vous. Désolé. La dévalorisation de viol. Désolé, moi personnellement, moi les femmes en mini, moi ça me dérange pas. Moi je les adore comme ça, moi personnellement. Mais après, le plus important, c'est ce qu'on a dans la tête et ce qu'on en fait. Pour moi, c'est ça le plus important. Oui. Alors moi, je voudrais intervenir sur 2 points. Je pense que il y a la morale. Oui. Il y a la morale, il y a l'éthique. Il y a également ce que prévoit la loi. Il y a le droit, parmi les droits de la femme, vous avez le droit de s'habiller librement, de porter son pantalon, de porter sa jupe. Non, je dis c'est un droit qui revient à tout un chacun de s'habiller librement. Donc une femme qui va mettre sa mini-jupe, une femme qui va mettre son pantalon, et qu'elle estime elle, qu'elle se sent bien, à l'intérieur belle, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme nous vivons dans une société spécifique, particulière, qui a des règles, il y a l'éthique, il y a la morale, donc nous mettons ça en avant. Et c'est ce qui peut causer un certain nombre de dérives que nous pouvons retrouver dans la société. Je vais aborder la question de la polygamie. Alors, un homme qui est marié, il a sa femme et qui décide d'épouser une deuxième femme. La deuxième femme qui doit arriver, elle a également le droit de se marier. Mais qui sera, j'ai envie de dire, la première personne à s'attaquer, à lancer un certain nombre de choses, à dénoncer un certain nombre de choses? C'est la femme. Bien sûr. C'est la femme. À partir de cet instant, je pense que voilà toutes les spécificités également que nous devons regarder. Et dire que lorsque vous êtes en coépouse, la loi prévoit que vous êtes marié, vous avez vos droits, vous avez vos devoirs, et que le fait d'être en coépouse ne doit pas être pour certaines femmes une autre forme de, je sais pas moi, de dérive, une autre forme de s'aimer plus ou moins le trouble dans la société. Excusez-moi, on parle de droits des femmes, et encore une fois, si on parle d'égalité, si on demande à aller vers l'égalité, c'est qu'il y a des problèmes. Et notre ami magistrat, M. Ngo, vient de soulever là un problème de déséquilibre. Qu'est-ce qui donne le droit à un homme d'être polygame, de se marier à 2, 3 femmes, et pourquoi la femme ne ferait pas la même chose? Pourquoi elle ferait? Qu'elle le fasse. Alors, je vais terminer. S'il vous plaît. Effectivement. Qu'elle le fasse, on voit après. Le public, réaction du public. Pourquoi on ne donnerait pas ce même droit-là à la femme? Qu'est-ce qui empêche qu'on lui donne ce droit? Voilà. Moi, j'aimerais bien réagir par rapport à cela. Effectivement, c'est la femme qui est le mal de la femme. Parce que la polyandrie existe bel et bien. Mais si aujourd'hui, une femme se met à prendre 2 hommes dans des États, bien sûr, là où la polyandrie est acceptée, ce seront les femmes qui vont se lever pour fustiger ce comportement. Nous sommes en ce moment en train de célébrer la femme, mais au lieu que nous mettons la femme en avant, nous regardions ce qui ne va pas, nous nous condamnons encore nous-mêmes. C'est-à-dire que en ce moment, au lieu de chercher des solutions, nous regardons à nos faiblesses.
nous les femmes. Si la femme n'évolue pas, si la femme n'est pas ceci, c'est parce que la femme est cela. Non, ce n'est pas le moment de le dire. En ce moment, nous voulons montrer ce que les hommes tels que Stéphane font pour empêcher justement à la femme d'être valorisée. Parce qu'en réalité, levons-nous, ce n'est pas tant pour les, selon moi, ce n'est pas tant pour les femmes, c'est d'abord pour les hommes. Acceptez, s'il vous plaît, chers messieurs, l'égalité. Acceptez qu'on parle d'égalité entre hommes et femmes. Mais si vous n'acceptez pas qu'il y ait égalité entre hommes et femmes, mais il y aura toujours des guéguerres entre femmes pour pouvoir sortir du lot. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Non, je n'adhère pas parce que je dirais les hommes n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté l'égalité. C'est l'égalité. C'est pas parce que les hommes vont accepter l'égalité que nous pourrons dire qu'il y a égalité. Ça aussi, il faut qu'on se dise, c'est pas une question, les hommes n'ont pas accepté, ils n'ont pas à se dire, bon, donnons aux femmes leurs droits. Nous avons des droits et nous devons prendre nos droits. Nous avons accepté ici ce soir des hommes. En général, lorsque les femmes parlent entre elles du 8 mars, il n'y a pas d'hommes. Et justement, comme on dit pour ce thème de 2020, lorsqu'on dit levez-vous pour les droits des femmes, on s'adresse et aux hommes et aux femmes. Pour revenir aux vêtements et au fait que le monsieur dise des femmes portent des petites tenues, je suis désolée monsieur, mais plus loin dans le temps, les vêtements que les femmes portaient, si on peut l'appeler ainsi, si on peut les appeler ainsi, c'était des cache-sexes. C'était des cache-sexes. La majorité avec même la poitrine à découverte. Ah ouais. Donc je suis désolée, c'est pas une question de comment la femme s'habille, parce que si ces hommes-là, ils ont pu tenir, ils ont pu respecter les règles qui étaient établies. Il fallait épouser une femme, il fallait la courtiser, la mettre chez elle et ensuite en faire ce qu'on voulait. Pourquoi vous, qui êtes, je ne veux pas dire intelligent, plus intellectuel, parce que eux ils étaient beaucoup plus intelligents, hein, ça c'est sûr, parce que si vous n'arrivez pas à vous maîtriser et que eux ils l'ont fait, ils étaient beaucoup plus intelligents, ils étaient dotés de la maîtrise de soi. Pourquoi vous qui êtes plus évolués intellectuellement, quand vous êtes face à une femme qui a une petite tenue, vous ne pouvez pas vous contenir et l'excuse que vous trouvez, c'est comment elle était habillée. Je suis désolée. Ça montre votre esprit bestial. Ça montre que c'est vous qui n'êtes pas éduqué. Ça montre que c'est vous qui n'avez pas de pour la réaction. Merci pour la réaction. J'ai parlé de la dévalorisation. Aujourd'hui, il est vrai que les années antérieures, les femmes s'habillaient convenablement. Il faut le comprendre. Vous voyez dans nos taxis, une femme, elle est assise. Monsieur, enfin, nous sommes humains. C'est là que vous n'avez pas comment violer, mais c'est pour éduquer les femmes. Et Madame Mukombi, vous avez une réaction par rapport à la suite de notre débat? J'ai travaillé longtemps à l'extérieur. J'arrive au niveau de la structure de recherche dans laquelle je suis. Par rapport à ma spécialité, rien n'est fait. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne me suis pas contentée de dire l'État ne me donne pas de travail. J'ai regardé, je suis allé voir les responsables, mais personne. Bon, j'ai écrit des projets. J'ai écrit des projets sur la riziculture parce que je sais aujourd'hui au niveau du Gabon, le riz occupe une place importante. Oui. Mais je me suis battue, ce n'était pas le premier proposal que j'ai écrit qui a été accepté. Donc j'ai écrit plusieurs projets et dès que l'un d'entre eux a marché, mais j'ai travaillé durement. J'ai travaillé durement parce qu'il fallait que j'interpelle les autorités par rapport à ce que je faisais. Il fallait montrer un exemple, que c'était possible. J'ai travaillé, j'ai commencé à Bizango. De Bizango, j'ai eu la visite du gouvernement qui est passé, le Premier ministre et tous les autres membres, certains membres du gouvernement. Ben, on m'a octroyé 10 hectares. Et de 10 hectares, j'ai eu un financement de l'État. J'ai eu d'autres financements. C'est parce qu'à la base, je me suis battue. J'ai travaillé durement. Je vous fais fi de tout ce que j'ai pu prendre comme traverse. Et que je traverse. Mais cela ne m'empêche pas de me battre, de m'imposer. Parce que je m'impose. Je ne me laisse pas faire. Je vis, je vous avais vu, je suis arrivé en retard parce que je suis à Bizan. À Kougouleux, je suis sur le terrain. Mais mes enfants, ils sont tout seuls. Parce que mes parents comprennent, mes soeurs comprennent, les gens comprennent. Mais c'est sûr, il y a certains qui pensent que mais celle-là, franchement, elle abandonne ses enfants, elle est plus dans son travail, son métier. Mais il y a tout ça aussi. Et la cellule familiale est vraiment importante pour le soutien de tout ce que nous faisons. Parce qu'il y a des moments, je vous assure, c'est vrai qu'on est forte, on est tout, mais si on n'a pas ce soutien familial, là, ça n'avance pas.
Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. Et pour parler justement de ce thème, il y avait Monsieur Martial Mandjoukwe, voilà, chargé de la communication de l'association pour le devenir des autochtones et leurs connaissances originelles. Également Monsieur Georges Abouké, journaliste, Monsieur Ngo Anissé, magistrat, Stéphane Kassa, présentateur, et puis il y avait également Monsieur Mohamed Salamé, ambassadeur de l'Organisation internationale de la francophonie et président du conseil exécutif. Et nous remercions tous ces messieurs qui nous accompagnaient tout au long de cette soirée. Merci à toi Mireille, merci à nos chers téléspectateurs, merci mesdames pour cette journée spéciale. On a dit c'était la journée internationale des droits de la femme. Au Gabon, il y a plusieurs activités qui seront comme ça menées tout au long de cette journée, ainsi que dans d'autres capitales africaines. C'est une journée de conscientisation, une journée de responsabilité pour la femme. Qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, où voulons-nous aller si nous-mêmes, nous ne faisons pas un travail personnel. Ces droits, c'est ceux qui sont toujours très très loin de nous. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.